Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Isabelle Autissier, grande navigatrice, écrivaine et militante écologiste. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous êtes la première femme à avoir bouclé le tour du monde à la voile en solitaire en 1991 en course. Vous avez sillonné les mers du monde entier et scruté et passé des milliers d'heures à scruter les océans. Scientifique de formation, vous avez travaillé pour l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'honneur chez WWF France. Vous avez publié une quinzaine de livres, parmi lesquels La fille du grand hiver aux éditions Paulsen, et puis Chronique au long cours chez Artaud, et enfin Seule la mer s'en souviendra, que l'on peut trouver en poche. Mais avant de commencer cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez nous parler de la vague de chaleur sans précédent actuelle en France et en Europe. Oui, alors sans précédent, et c'est que le début, parce que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça sera devenu non seulement la norme, mais une petite semaine à 35 degrés, ça ne nous étonnera plus du tout. Le dérèglement climatique, c'est ça. C'est des excès dans tous les sens. Des excès de chaleur, des excès de pluie, des excès de sécheresse. On dérègle, avec nos gaz à effet de serre, la machine thermique qu'est la Terre. Donc évidemment, nous les humains, comme la nature d'ailleurs, on en paye le prix parce qu'on a vécu jusqu'à maintenant dans une certaine stabilité. Puis tout d'un coup, il n'y a plus de stabilité. Donc évidemment, ça nous complique la vie et il ne faut pas oublier que ça complique encore plus la vie aux gens qui ont fait le moins pour ces gaz à effet de serre, qui sont les populations les plus défavorisées de certains pays dans le monde ou même chez nous, de certaines populations par rapport à d'autres. Donc en plus d'un problème climatique, c'est une injustice sociale, assez dramatique. Donc il faut quand même qu'on se réveille un jour, quoi, hein. Parce qu'on est en retard dans l'adaptation, on est en retard dans la prévention, et au lieu d'accélérer, on freine. Eh ben oui, bah, c'est un peu parce que ça fait quand même 40 ans que les scientifiques nous le disent. Ça fait 40 ans que le GIEC nous explique ce qui va se passer. Non seulement il ne s'est pas trompé, mais j'ai l'impression que ça va même un petit peu au-delà, des scénarios. Donc on ne peut pas dire qu'on est surpris. On ne peut pas dire, «Comment, on m'a pas prévenu?» On est absolument prévenu et on avait depuis 30, 40 ans les moyens de faire une transition relativement en douceur parce qu'il faut changer nos modes de vie. C'est compliqué de changer ses modes de vie, hein. Mais on est obligé, on n'a juste pas le choix, hein, si on veut survivre. Je vous signale que l'être humain, il cuit à partir de 53 degrés, donc il meurt, hein. Donc si on veut éviter ça, d'éviter là des endroits où nous ne pourrons plus vivre, où la terre ne sera plus habitable parce qu'il y aura des excès de chaleur, bah, voilà. Alors effectivement, malheureusement, on avait un peu commencé à faire des choses, il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait du tout, mais en ce moment, on est dans une période de recul où on est en train de tout déconstruire, en train de tout casser, sous l'effet en fait, d'une espèce de théorie, comme si la question du climat, c'était une théorie, c'est comme si c'était une opinion, comme si c'était une croyance. Bah, non, c'est juste une réalité, quoi, et c'est vrai que c'est quand même assez catastrophique, de voir en France, et puis dans beaucoup de pays, malheureusement, des retours en arrière qui vont nous coûter en souffrance humaine. C'est ça le drame. Alors venons-en à notre entretien. Vous êtes né en banlieue parisienne, mais vous avez grandi avec la mer et les bateaux, et au tout début, c'était la Bretagne. Oui, un petit village en Bretagne qui s'appelle Lancieux, dans lequel, on allait tous les ans dans la même maison, toute la famille, et voilà, c'était, les vacances et on avait un tout petit bateau en bois, un petit dériveur, et donc les parents et les filles, et bah, ça partait à l'aventure, hein, alors dans l'île d'en face, hein, on n'allait pas très loin, mais enfin voilà, j'ai appris la voile, c'était, on va dire, le sport familial. Et votre père a joué un rôle important dans votre passion pour la mer. Vous dites: «Papa était un bon marin et un bon pédagogue, il n'en était pas moins un bon ingénieur et un poète». Vous avez hérité de ces qualités? Bah, je ne sais pas si j'en ai hérité, en tout cas, il a tout fait pour me les transmettre. Et oui, parce qu'il avait à la fois, quand on naviguait, cette approche extrêmement sensible, je dirais presque sensuelle. Bon, il écrivait des poèmes pour son plaisir, mais en tout cas, cette façon de regarder la mer, de s'extasier devant les beautés, devant ça. Et en même temps, le côté ingénieur, c'est-à-dire que moi, à 10 ans, je faisais des calculs de courant, je faisais du calcul vectoriel pour calculer, etc. Donc il y avait aussi un côté extrêmement carré. Et voilà, donc je pense lui qui m'a légué ces 2 choses. Donc il vous a beaucoup transmis.
Et alors, une croisière, ça se prépare et dans cette préparation, il faut apprendre à lire les cartes. Des heures durant, j'ai appris à lire les cartes, dites-vous. Et vous êtes même devenue amoureuse des cartes maritimes. Alors, qu'en est-il aujourd'hui avec le GPS? Est-ce que les cartes, elles ont la même importance? Alors, je dis en blaguant que je suis peut-être la dernière acheteuse de cartes en France, de cartes papier, Mmh. parce que, d'abord la carte papier, c'est un objet magnifique. Moi, ma grande coquetterie à la maison, c'est que j'ai fait fabriquer par un ami un meuble spécial pour les cartes marines, avec des petits tiroirs comme ça, où il y a le monde entier, sous mes yeux et j'adore ça. Et une carte marine, cet objet avec, les tracés, avec les sondes, avec, le petit clocher du village, tout ce qu'on veut, c'est un objet de rêve. Absolument génial. C'est-à-dire qu'on se voit dans la petite baie, on se voit au coin du voilà, et en plus, c'est un objet d'analyse maritime qui est irremplaçable. Le problème du GPS, évidemment, j'ai un GPS, évidemment, j'ai de la cartographie électronique à bord du bateau, qui a aussi des avantages. Mais on n'a pas, sur la même carte GPS, à la fois le recul et à la fois le détail. Et l'intérêt de la carte marine papier, c'est qu'on a les 2. On a une grande surface avec beaucoup de petits détails et quand on navigue, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement, en termes de sécurité, c'est un très bon instrument. Et vous écrivez: «Combien de voyages n'ai-je pas entrepris pour la beauté d'une carte?» Et ben oui, parce que ça m'est arrivé très souvent de regarder une carte et de me dire: «Ah non, mais cet endroit-là, il faut que j'aille voir quand même». Je me souviens quand on est rentré d'Antarctique avec Lionel Daudet, l'alpiniste, avec qui on avait fait un grand voyage là-bas. Heu, on était en mer et on avait cette espèce de grande carte, on appelle ça les cartes routières, mais évidemment c'est pas routier, mais de grandes cartes à très grande échelle comme ça et tout d'un coup je lui dis: «Tu as vu ce petit machin là, cette espèce de petit îlot, ce petit caillou, qui est au milieu de nulle part?» Ah je lui dis: «Mais attends, il faut qu'on aille voir. La prochaine fois on fait un voyage, on va là quoi». Donc tant que j'aurai des cartes, le monde sera, mon jardin, écrivez-vous. Absolument. Et vous écrivez également: «La mer a rempli ma vie, l'océan est mon royaume». Vous humanisez les bateaux. Vous dites: «Les bateaux ont une âme, c'est un compagnon dont il faut prendre soin et avec lequel il faudra faire des concessions». Vous évoquez même le suicide de votre premier bateau qui s'appelait Parole. Alors racontez-nous l'histoire de Parole et Non dites-nous mais ce qu'il en est de cette photo. Parole, c'est un bateau de 10 mètres en acier que j'ai construit et qui a sombré tout seul au port par beau temps. Pendant que moi, j'étais parti avec un autre bateau, un petit Mmh. bateau de course et que j'étais aux Antilles et évidemment, j'ai dit: «Voilà, ce bateau s'est senti trahi, je l'ai abandonné pour un autre, il s'est ouvert les vannes et il a coulé dans le port». Voilà, Désespoir. je n'ai jamais su, mais heureusement, on a pu le renflouer et heureusement, ce bateau Parole navigue à nouveau Et alors et là, vous êtes où? celui-là, ça, c'est Ada 2, c'est mon bateau actuel. Donc elle, c'est une fille, ah bah, Ada d'ailleurs, hein, c'est un bateau fille. Et c'est un bateau que j'ai depuis 20 ans avec lequel je fais des navigations. C'est avec ça que je suis allé en Patagonie, en Antarctique, dans le Grand Nord, au Spitzberg, un peu partout au Cap Horn. Là, on voit qu'il fait pas très, très chaud, hein, j'ai vraiment des grosses moufles, donc à mon avis, ça, c'est en Patagonie. Et voilà et c'est un bateau parce qu'au bout de 20 ans, c'est vrai qu'on met le bateau un peu à sa main, on découvre ses qualités, on découvre ses défauts, on a comme une espèce de discussion, même Vous si lui on sait parlez? que oui, alors quand on est en équipage, on le fait moins. En solitaire, oui. Quand on est solitaire, on parle à son bateau, mais on parle aux nuages, on parle à tout le monde, quoi. Et vous faites aussi parler la voile, parce que vous lui faites dire: «Lorsque je parle de mes souvenirs, j'ai l'impression d'être centenaire». Vous relatez la vie de la voile. Elle est bonne pour la retraite, où elle fera bien encore une saison, ou encore elle sera, recyclée pour devenir un sac à dos. Oui, oui, c'était une petite chronique que j'avais écrite, parce que c'est vrai qu'une voile, bah, elle est au premier rang pour voir tout de la navigation, même jour et nuit, hein, voilà, la grande voile du bateau, par exemple, elle est là tout le temps, et elle va quand même, elle va tenir les coups, elle va serrer les dents, cette voile. Elle va avoir des fois du gros temps, des tempêtes, elle va avoir du soleil qui va l'abîmer, elle va avoir des manœuvres qui vont être plus ou moins bien faites, donc elle est résistante, hein, et puis bon, un beau jour, on trouve qu'elle est trop vieille, qu'elle a plus de forme, qu'elle est plus belle. Et on la met à la casse et moi je trouve ça dommage parce que si on les interviewait, je vous recommande l'interview des grands voiles des bateaux, elles ont beaucoup de choses à dire. Oui, et il ne faut pas les jeter. Donc la voile se souvient, Alors
Voilà, et en Et vous plus maintenant, il y a beaucoup d'artisans, qui recyclent, les anciennes voiles et qui vont faire, je dis des sacs à dos, mais on en fait des tas d'objets pour la maison, par exemple des trousses de toilette, des tas de choses marrantes, parce que c'est quand même des toiles solides, et puis encore une fois, c'est une toile qui a une histoire, même s'il y a un peu une tache, sur la toile, bah, peut-être que c'est, le sel ou que c'est je sais pas quoi, donc c'est bien, elles ont une deuxième vie. et donc la voile se souvient et vous vous souvenez avec elle, donc à 12 ans l'Irlande, à 22 ans l'Afrique, à 32 ans, à 42 ans, les courses, les croisières et puis à 52 ans, le ciel, les étoiles, les phénomènes exceptionnels, l'aurore australe, l'arc-en-ciel parfait et le parélie. Un parélie, c'est quoi Alors, un parélie? une parélie, c'est Une c'est ce qu'on parélie. observe, dans les hautes latitudes, donc près du pôle Nord ou du pôle Sud. C'est comme les rayons du soleil sont très obliques et qu'il y a un peu souvent aussi des particules de glace dans l'atmosphère, c'est que, par exemple, on a l'impression de voir plusieurs soleils. On en voit un gros au milieu, puis un petit de chaque côté, et donc évidemment, c'est un peu surprenant au départ. Mais en fait, c'est uniquement un effet optique, comme peuvent l'être les mirages dans le Sahara, où c'est Mmh. la question de la densité de l'air, qui fait qu'on a l'impression de voir des choses. Donc, on voit ça aussi, voilà. Donc il y a plein d'effets optiques qui sont et donc là, on nage en pleine science-fiction et ça, ça fait partie aussi des plaisirs et de la poésie de la navigation. Et comment ils s'expliquent, comment ils se forment ces parélies? Bah, elles se forment en fait, c'est des réfractions du soleil dans les couches atmosphériques, vraisemblablement à cause des microcristaux de glace quand vous naviguez en Antarctique, il fait froid. Donc dans l'air, il y a de l'humidité, là, il y a de l'humidité dans la pièce, mais vous ne la voyez pas parce qu'elle est sous forme d'aérosol. Mais si tout d'un coup on refroidissait la pièce à -10 degrés, bah, on verrait peut-être des petites paillettes, de cette eau qui aujourd'hui nous environne et qu'on ne voit pas. Donc quand c'est dans le ciel, sur des grandes quantités, bah, ça fait des réfractions. La lumière se réfléchit dans ces petites particules de glace et donc donne l'impression qu'il y a une autre image, en plus, on va dire, du soleil. Et alors en mer, les couleurs et les images, c'est Ouais, pas ça les c'est mêmes que sur terre, hein? non, ça c'est magique, c'est un coucher de soleil en Antarctique, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de glace avec un tout petit îlot où on essayait d'aller là-bas dans le fond, donc qui était pas très accessible et en fait, en été, le soleil ne se couche pas, hein, puisqu'on est au-delà du cercle polaire. Donc à un moment donné, le soleil commence à descendre, il va illuminer comme ça l'atmosphère en rose, en orangé, parce que là aussi, la lumière du soleil se réfracte dans les couches basses de l'atmosphère et puis il va tangenter l'horizon et hop, il va remonter. Donc il ne fait pas nuit, bien sûr, il ne fait jamais nuit, mais il y a ce moment assez magique, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend, où comme ça l'atmosphère est toute rose, alors que d'habitude, l'Antarctique, c'est plutôt en blanc et noir, hein, en blanc et gris, Mmh. et ce moment de la journée, c'est un moment assez magique, entre, le pas de coucher et le pas de lever, mais au moment où le soleil est très bas sur l'horizon. Et donc vous guettez ces moments-là quand vous Ah êtes, bah oui, c'est un vrai plaisir et en général, tout le monde est sur le pont, pour voir ça. Ce moment de la journée est magnifique. Alors tous ces souvenirs évoquent le voyage comme une ode merveilleuse à l'univers, mais choisir un bateau, préparer un voyage, prévoir tous les imprévus, l'organiser, le mener à bien, ça nécessite une rigueur d'ingénieur, des compétences multiples, une vigilance de chaque instant. Est-ce que les grands navigateurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas devenus des ingénieurs? Ils sont tous quasiment des ingénieurs. Si vous regardez le pédigré des gens qui font le Vendée Globe, et autres, ouais, une grande majorité d'entre eux sont des ingénieurs. Pourquoi? Bah, parce que, les bateaux techniquement, sont de plus en plus compliqués et ils vont de plus en plus vite, mais c'est au prix d'une fragilité importante et donc on est obligé de vraiment d'avoir des façons de manœuvrer extrêmement précises, extrêmement standardisées pour exploiter le bateau d'une bonne façon et pas risquer de casser et s'il casse, il faut être en situation de pouvoir réparer. Donc il faut être bon, tous les marins sont bricoleurs, hein, ça, évidemment, mais c'est vrai que plus c'est compliqué, plus il faut connaître, avoir en tête de choses. Donc c'est pas très gênant. En même temps, c'est assez logique, les marins on est exposés donc bah, aux océans, au climat, à la météo. Là aussi, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Dans le temps, les anciens, ils se contentaient ils avaient des petits dictons quand même, hein, pour essayer de les guider, mais enfin, voilà. Maintenant, on a des cartes météo et on peut calculer la vitesse des pressions, du mauvais temps, ce qui va se passer. Donc c'est quand même on est beaucoup plus concentré sur la technique, et donc il faut des apprentissages, au départ pour être capable de décrypter, cette technique tout simplement.
Ouais, vous n'êtes pas juste des doux poètes à bord, Bah, c'est que ça n'empêche pas d'être poète, mais en même temps, quand il faut manœuvrer, il faut mmh. faire les choses comme il faut, quoi. Et vous dites: «La mer vous révèle à vous-même». On n'est plus la même ou le même en mer que sur terre. Vous découvrez une ou un autre et vous citez Baudelaire: «La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame». Oui, ça, c'est évidemment le grand poème de Baudelaire. Hem, En fait, il y a ça, d'abord la première chose, c'est qu'en mer, on vit différemment. On mange pas pareil, on dort pas pareil, on travaille pas pareil, on n'est pas pareil avec les autres, donc ça vous permet de révéler des choses que vous ne Mmh. pouvez pas révéler à terre où vous êtes dans un train-train, hein, Oui. finalement, y compris dans les relations humaines. Hem et puis, forcément, la mer, c'est pas notre univers, on n'est pas des poissons, donc à un moment donné, on est il faut aussi qu'on change de logiciel dans notre tête, pour accepter d'être rien et pour accepter que c'est pas nous qui décidons. À terre, on a l'habitude de dire: «C'est moi qui décide, je construis une maison là, je fais ceci, et cetera». En mer, non, vous allez prendre ce qui se trouve, prendre le vent, prendre la mer, prendre votre bateau, et puis essayer d'en tirer le meilleur parti pour aller à peu près là où vous voulez aller, et c'est dans la tête, c'est une démarche qui n'a rien à voir. Et vous dites même qu'il faut une fois qu'on a minutieusement préparé son voyage, ce qui était votre cas, et qu'on est, extrêmement aguerri et compétent, il faut aussi savoir lâcher prise. Oui, oui, parce que, encore une fois, c'est pas nous qui avons le dernier mot, et si on pense qu'on aura le dernier mot, on se trompe et on fait des bêtises. Donc à un moment donné, il faut dire: «OK, OK, je suis plus aux manettes». Les manettes, c'est la mer et le vent. C'est eux qui les ont, et donc j'arrête de me prendre la tête, pardonnez-moi l'expression, Ah oui. en disant, «Je suis pas contente parce qu'il y a pas le vent qu'il faut», ou «Je suis pas co», bah, non, c'est comme ça. C'est aussi ça qui est bien, c'est que on va au-devant de la nature et on l'accueille, et on n'est pas en confrontation permanente et à essayer de s'en protéger ou à essayer de la détruire parce qu'elle ne nous convient pas. Quand on est en mer, on est complètement ouvert, aux conditions naturelles, et puis, bah, on essaye d'en faire notre miel, comme on peut, quoi. Et ça implique une forme d'humilité aussi, le Comment voulez-vous fait. être autrement? Bah, Bien, c'est quand aussi les gens, vous savez, c'est une expression classique, on me dit: «Alors vous êtes battu contre les océans». Je dis: «Vous êtes fous? Sûrement pas. Je me bats contre la mer, je suis mort tout de suite. J'ai 0 chance de survie si je veux me battre contre la mer. Ma seule solution, c'est d'être avec elle, donc de regarder ce qui se passe et à partir de là, de construire une stratégie. Le contraire, c'est du suicide». alors les croisières, partir à la découverte, affronter les éléments, c'est une chose, mais les régates, les compétitions, les records, les trophées, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce qui vous a fait aimer les courses et notamment la course en solitaire? C'était pas prévu comme ça, on m'a pas appris ça quand j'étais petite, j'étais pas dans un club de voile où on faisait des régates. C'est quelque chose que j'ai découvert quand même relativement sur le tard, hein, à peu près à l'âge de 30 ans, avec des amis autour de moi, hein, et ce qui m'a intéressé au tout début, quand je fais ma première course, la Mini Transat, c'est que je me dis, pour arriver à faire une course et encore mieux pour essayer de la gagner, il faut progresser énormément. Faut être meilleur sur la conduite du bateau, faut être meilleur sur la météo, faut être meilleur sur la stratégie, faut être meilleur sur la compréhension de plein de choses, et au départ, c'est ça qui me motive. Je me dis: «Waouh, je vais en apprendre des tonnes», et en fait, quand je commence, je découvre aussi cette espèce d'ivresse finalement de faire aller un bateau très vite, de faire donner à un bateau tout ce qu'il peut donner, et à soi-même aussi, d'avoir cette espèce d'harmonie sur un fil comme ça où on est à fond, mais en même temps, il ne faut pas casser, on est hyper concentré, en permanence, et ça, c'est quand même, c'est très excitant. Oui, vous Heu parlez d'adrénaline. oui, bien sûr, c'est de l'adrénaline, évidemment, c'est de l'adrénaline. Quand vous êtes à fond sur un tout petit bateau, même après sur un plus grand, voilà ce que je dis, on est toujours sur un fil, hein, faut pas casser, il faut aller vite, et on est toujours, comme ça, et en même temps, c'est très spectaculaire, hein, les bateaux qui vont vite, ça vole dans tous les sens, ça fait un bruit pas possible, on est un peu les rois du monde quand même, hein, quand on fait ça. Donc oui, il y a beaucoup d'excitation aussi, quoi. Et en 91, donc, vous êtes la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire en course. Ça vous a rendu célèbre. Est-ce que ça vous a changé? Alors moi non, enfin non, ça a changé ma vie. Ça m'a pas changé moi, Mmh. je pense pas.
c'est jamais trop. Ça a de toute évidence changé ma vie. Tout d'un coup, je suis devenu quelqu'un qu'on a reconnu dans la rue. Alors qu'avant, j'étais Mister Tampion, hein, donc voilà, donc oui, ça évidemment, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de continuer à courir, mais ça m'a ouvert aussi beaucoup d'autres portes, des rencontres avec des tas de gens que j'aurais sans doute pas faites si j'avais pas été devenu entre guillemets «célèbre». Donc voilà, donc ça je pense pas, enfin, ce qui a changé ma vie dans cette histoire-là, Mmh. c'est, c'est que j'avais rêvé de ça depuis que j'étais gamine et l'avoir réalisé, c'est-à-dire à un moment donné avoir réalisé son rêve dans une vie, de n'importe qui, c'est quand même extrêmement puissant et donc ça vous donne aussi une assurance, ça vous donne une espèce de socle, qui fait que bon, Ça, après vous voi l'avez fait. voilà, ça c'est fait. Bon maintenant et en riant un peu, je disais: «Maintenant j'ai l'impression que le reste c'est du bonus quoi». En gros, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant le reste, bah, tant mieux, ça va se passer bah, voilà, j'ai réussi à faire ça à 34 ans, donc ça m'a laissé encore pas mal de temps pour faire plein de bêtises. Et alors en 99, parlant de bêtises, enfin c'est plus que ça, vous avez chaviré, c'était pas la première fois. Votre bateau s'est retourné, vous avez frôlé la mort et c'est Giovanni Soldini, un skipper italien, qui vient vous sauver. Et ça se passe dans le Pacifique Sud. Ah, ça se passe au milieu du Pacifique Sud, oui, à part quelqu'un d'autre dans la course, il y a pas grand monde qui aurait pu venir puisque, on est à 6 000 kilomètres de la première terre, hein, quand on est au milieu du Pacifique. Et en riant, je dis: «C'est Thomas Pesquet, le gars qui est le plus proche. Il est à 700 kilomètres seulement, mais il peut pas faire grand-chose pour moi». Heu, donc effectivement, là, ça a été, à la fois aujourd'hui, enfin moi, j'en ai jamais fait de cauchemar, quoi. Ça reste finalement aujourd'hui un incroyable souvenir. Bon, pas un bon souvenir parce que j'étais en tête de la course, j'ai tout perdu, puis après j'ai perdu le bateau, puis ça aurait pu mal se terminer pour moi. Mais finalement, je suis toujours là. Il y a eu cette histoire formidable avec Giovanni qui m'a récupéré, voilà. Et puis c'est la vie des marins et puis si je veux pas, j'ai qu'à rester chez moi. Personne m'a obligé à faire ça. Donc quand on fait ça, on assume aussi Et à on est l'avance. lucide. On assume qu'il peut y avoir des risques. On fait tout ce qu'on peut pour les minimiser. Franchement, je pense être quelqu'un de prudent. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est parce que j'étais la seule de la course et la première à avoir imaginé que ça pouvait arriver et à avoir préparé mon bateau et inventé des techniques pour que si ça arrive que le bateau se mette à l'envers, je puisse me signaler, survivre, sortir du bateau, mettre mon radeau de survie à l'eau, faire un certain nombre de choses. Donc voilà, on ne fait pas n'importe quoi, Mmh. c'est pas le risque pour le risque, hein. Mais de fait, quand on va dans ces coins-là, bah, c'est des coins, il fait pas beau, hein. Et alors vous avez pratiqué également la course en équipage. Là, ça requiert d'autres qualités. Oui. Lesquelles? Alors, bah, c'est l'humain quoi, Ouais. c'est l'humain évidemment. C'est un côté à la fois plus facile parce que, bah, on n'est pas tout seul quand ça se passe mal ou faire des manœuvres difficiles ou prendre des décisions, parfois difficiles. Par contre, il faut aussi en tant que chef de bord, faut entraîner tout le monde dans la même histoire. Alors évidemment, quand on est en tête de la course, tout va bien. Quand on n'est pas en tête et que, ben, il y a de la tension ou quand on a cassé quelque chose, voilà, le rôle du chef de bord, c'est de suivre tout le monde, d'encourager, d'accompagner, de voir s'il y en a pas un qui est un peu, voilà, Vous êtes qui est un bien peu à court, coordonnés? de bien coordonner et de rester un peu ce pôle de positif, d'encouragement, voilà. Donc c'est une autre, mais en même temps, c'est aussi les bons moments parce qu'on peut rigoler avec les gens, parce qu'on peut voilà, donc voilà, il y a du plus et il y a du moins, Mmh. mais j'ai adoré les 2 en fait. Et vous dites d'ailleurs que les femmes, elles jouent plus collectif que les hommes. Alors moi, j'ai découvert ça. Alors c'est drôle parce que les journalistes vous renvoient le truc inverse. Ils vous disent: «Alors oui, alors, il y a jamais plusieurs femmes à bord parce qu'elles se crêperaient le chignon». Alors c'est l'histoire, hein, Mmh. des hystériques, en fait, moi, pour avoir navigué avec des équipages de garçons, être la seule femme quand j'étais chef de bord ou avoir navigué avec des équipages féminins, c'est pas du tout la même chose. Les femmes, elles sont beaucoup plus collectives. Alors, est-ce que c'est parce que éventuellement elles se sentent moins fortes physiquement que du coup, elles jouent vraiment ensemble? Les garçons, c'est très agréable de naviguer avec eux, j'ai pas de problème, mais ils sont plus perso, quoi. C'est-à-dire, ils vont aller faire un truc, puis derrière, il faut que ça suive, quoi. Les filles, elles vont beaucoup plus se coordonner, c'est drôle.
C'est pas qu'à la voile. Mais les grandes courses relayées au jour le jour, par, les médias pour attirer, le public notamment, c'est aussi un business et ça, vous le décrivez très bien aussi dans Seule la mer, s'en souviendra. Le rôle des sponsors, des Oui, dans Seul la Mars s'en souviendra, ça se finit un peu tragiquement mmh, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie où un marin va finir par se suicider en mmh, fait, commencer par tricher dans une course en solitaire autour du monde, puis après ne pas être capable d'affronter cette triche. Oui, alors je pense que, à son époque, on n'avait pas d'expérience justement de l'argent, des médias, de tout ça et ils le payent, évidemment très mmh. lourdement. Aujourd'hui, les marins sont aussi des chefs d'entreprise, hein. Moi, je fais ma TVA, je fais des bilans de fin d'année, j'embauche des gens, j'ai des contrats de travail, voilà, et donc je passe des contrats avec des partenaires qui sont des sponsors, et il faut que cette dimension, je la maîtrise. Je suis pas juste, la personne qui vient en disant: «Tenez, je suis sympathique, j'ai une bonne tête et je voudrais faire le tour du monde». Non, je suis quelqu'un qui a des arguments, et qui va faire un deal, avec des entreprises qui sont tout à fait légitimes pour faire de la publicité à partir du bateau. Donc ça, je crois que voilà, il faut bien, mettre les choses comme ça. Après, sur la communication, je pense que là, d'abord, à mon avis, chacun met, voit midi à sa porte. Il y a des gens qui adorent communiquer, qui vont vous raconter par le menu sur leurs réseaux sociaux ce qu'ils ont mangé ce matin au petit déjeuner. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien raconter des choses, heu, mais j'aime pas être sous la pression de la être obligé de voilà, de répondre absolument, quitte à répondre n'importe quoi ou qui enfin non, Mmh, voilà, oui. c'est pas mon truc. Donc là aussi, il faut maîtriser ces choses-là. C'est très, très bien de communiquer et on a plein d'exemples de gens qui ont aussi été des poètes, qui ont aussi donné envie, apporté des bons moments dans la vie des gens, en communiquant, en racontant leurs courses et ce qui se passe et leur navigation et moi je trouve ça vraiment super. C'est un beau partage. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, de l'hystérie, que l'on peut trouver parfois, dans certaines communications. Mmh. La mer et la voile, en tout cas, n'échappent pas aux 2 maux de nos sociétés postmodernes. D'un côté, la marchandisation, le clinquant, le paraître, le superflu et puis de l'autre, la technicisation avec l'informatique, le GPS dont on parlait et l'IA, l'intelligence artificielle et les 2 mots menacent la nature et détruisent les savoir-faire humains. Comment vous voyez, l'avenir et qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, du technosolutionnisme? Bah, ça, c'est encore la bêtise de l'être humain qui croit qu'il va pouvoir maîtriser la nature et qui croit qu'avec, un peu de technologie, on va résoudre le problème du climat, on va résoudre le problème de l'écroulement de la vie autour de nous. Hem, la technique et la science nous amènent beaucoup. C'est les premiers qui nous ont alertés sur les problèmes. Et puis il y a plein de solutions, heureusement qu'on a des scientifiques et qu'on a des techniciens. Quand vous inventez les énergies, renouvelables, il faut des ingénieurs et des techniciens. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça prenne le pas sur l'humain. Parce que c'est quand même nous qui sommes au centre et c'est nous qui devons rester à la décision. Vous dites même que la technologie, ça vous a rendu flemmarde, enfin ça peut et ça vous a fait perdre le sens marin. Bah, c'est vrai que quand j'étais petite, qu'il n'y avait pas de GPS, pour se situer, il fallait regarder la côte. Et il fallait voir, dans quel sens, le courant nous est dérivé. Il fallait, donc on n'avait que des compas, hein, et on faisait des relèvements comme ça, on essayait de se situer. Hem Et donc on avait obligatoirement une attention à la mer et à l'environnement beaucoup plus grande. Aujourd'hui, je peux, sur ma carte, tracer une droite, ça part en information au pilote automatique qui va prendre le cap et j'ai rien à faire. Et donc je n'ai même plus besoin de regarder et je n'ai même plus besoin de savoir physiquement où je suis, puisque, Mmh. le bateau le sait tout seul en quelque sorte, enfin, voilà. Hem et moi je trouve ça un peu dommage parce que justement un des bonheurs du bateau, c'est de passer son temps à regarder ce qu'on a autour de soi, à regarder la mer, à regarder la côte quand il y a une côte, à regarder, voilà et à comprendre ce qui se passe et être présent physiquement à toutes ces réalités. Donc là aussi, il faut pas faire le procès de la technique pour faire le procès de la Mmh. technique, mais je pense qu'il faut toujours se dire que nous les humains, c'est nous qui sommes en charge de maîtriser cette technique Mmh. dans un certain sens et qu'il faut qu'on soit capable de s'en passer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller quand même quelque part là où on veut, même si un jour, il y a plus de GPS. Et voilà, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui savent plus trop. Oui,
C'est le cas pour les médecins qui doivent, pouvoir, soigner en s'en passant également. L'être humain est un être addictif. C'est sa force créatrice, mais ça peut être sa force destructrice. Et vous écrivez que plus de 50 de corail, 50 de la mangrove, au moins, ont disparu en raison de la pollution. Alors comment mettre ce besoin du toujours plus au service de la préservation de la planète? Ah, ça peut pas être au service de la préservation de la planète. Le toujours plus, ça va nous enterrer, vraisemblablement, avec, pas mal de souffrance à la clé. C'est pas possible, on peut pas faire tout. Vous savez ce qu'on dit, penser qu'on peut avoir des ressources infinies sur une planète finie, Mmh. c'est une histoire de fou, d'économiste. Bon, donc on est sur une planète finie, la nature autour de nous, elle est finie, elle est pas, voilà, et nous, on fait partie de la nature. On est juste une espèce qui a des besoins extraordinaires. On utilise des ressources beaucoup plus que n'importe quelle autre espèce sur cette planète. On les gaspille énormément, Mmh. et en plus, on est incapable de les recycler. On est enfin quasiment incapable. Donc on extrait, on s'en sert très peu de temps et on jette. Et ça, c'est en train de détruire les équilibres planétaires, donc de nous détruire. Parce que tout ça, bon, si un jour il n'y a plus de vie sur la planète, so what? L'univers s'en fout, hein. La planète s'en fout, on est d'accord. Moi, je ne suis pas là pour sauver la planète. Je suis là pour que les êtres humains puissent vivre à peu près dignement. Et pour qu'ils vivent dignement, il faut qu'il y ait la nature, parce qu'on fait partie de la nature, parce qu'on a besoin de la nature. Il faut qu'il y ait un climat à peu près stable, il faut qu'il y ait un niveau de l'océan à peu près stable, il faut qu'il y ait de l'oxygène à peu Mmh. près dans le enfin voilà. Donc tout ça, c'est ce dont on a bénéficié au départ, et on est quand même assez stupide de détruire les conditions qui nous font vivre. Donc là, il y a quand même un peu urgence. Oui, mais le toujours moins, la décroissance, ça suffit pas pour l'espèce humaine. Il faut quelque part, il faut quand même une bonne croissance. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne croissance? C'est quoi ce qui est bon? Est-ce que ce qui est bon, c'est d'avoir un téléviseur 10 centimètres plus grand? Ou est-ce que c'est bon ce qui est bon, c'est d'avoir du temps avec des amis et du temps avec sa famille? C'est quoi ce qui est bon pour nous? Est-ce que, les gens, est-ce que nos grands-parents, ils étaient malheureux, atrocement malheureux parce qu'ils n'avaient pas internet, qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux et qu'ils avaient, peut-être pour certains, pas de voiture? Non, ils avaient aussi des bonheurs, et ils pouvaient avoir des vies extraordinairement réussies. Et moi, je pense que ce qui nous importe à nous, les êtres humains, c'est la relation. Mmh. C'est le fait qu'on se parle, c'est le fait que les amoureux s'embrassent, c'est le fait que les parents bercent leur bébé, jouent avec eux, qu'on a des amis, qu'on fait une fête, que quand ça va mal, on va pleurer dans leurs bras, que voilà. C'est ça qui nous fait de nous des Vous êtres avez humains. raison, mais on ne reviendra pas en Donc, arrière c'est- sur internet, mais par exemple. mais non, mais ne revenons pas en arrière, mais arrêtons d'être addictifs à ce truc. Moi aussi, j'ai un téléphone portable, moi aussi, j'utilise internet. Mais quand on voit qu'aujourd'hui les gens, je ne sais plus combien c'est d'heures par jour, c'est débile, c'est dément. Ces gens-là, ils feraient mieux, d'aller à la pêche, hein. Heu, ils feraient mieux, non mais je dis ça évidemment, ils feraient mieux de passer du temps avec leurs copains, ils feraient mieux d'être dans la relation, la vraie relation, pas simplement, je dis pas que c'est pas bien. Je dis Mmh. pas que c'est pas bien, mais je dis que on est dans une espèce d'excès. C'est comme manger. C'est très bien de manger, quand on mange pas assez, on meurt. Mais quand on mange trop, on meurt aussi. Donc à un moment donné, voilà, essayons d'utiliser les outils qui sont créés par les hommes, mais de manière à peu près, raisonnable et en tout cas profitable pour nous. Votre dernier livre, La fille du grand hiver, nous raconte la rencontre en 1920 d'une jeune femme inuite, Arnarulungwak, et de sa communauté vivant au Groenland Nord avec Knud Rasmussen, un anthropologue explorateur danois. Rasmussen va apporter aux Inuits le goût de l'aventure à la recherche des terres de leurs ancêtres, mais il va aussi apporter la modernité. Le progrès technique va permettre de réduire la fatigue et d'éviter les famines, mais il va aussi détruire les traditions, abîmer les rapports des Inuits à la nature, affaiblir les solidarités et introduire le dieu dollar, provoquer la compétition pour la conquête de territoires. Oui, alors Arnarolungwak, Juraumosh est une femme qui a réellement existé, donc qui naît à la toute fin du 19e et qui meurt très jeune, à un peu plus de 30 ans, et qui va avoir une trajectoire incroyable parce que elle naît dans un igloo et elle devrait être femme de chasseur, point. Et en fait, sous l'influence de Rasmussen, elle va pouvoir s'intégrer à une expédition, et elle va avoir un rôle
elle aussi, du coup, d'exploratrice, et presque d'ethnologue aussi, elle va l'aider. Donc c'est une trajectoire absolument, lumineuse et magnifique. Et oui, c'est un peu tout le sujet, ça m'a beaucoup intéressée parce que justement, sa communauté est exactement au moment où les blancs arrivent en masse. Avant, ils sont dans le grand nord du Groenland, là-bas, il y a personne, il y a qu'eux et ils ont, leur vie, une vie très dure, une vie où souvent on meurt de faim l'hiver, une vie et en même temps, voilà, des conceptions de la nature, quand les blancs arrivent, ils sont assez ouverts, hein, ils sont même assez curieux, les Inuits, ils aiment bien, mais ils vont découvrir des choses complètement différemment. Et puis la civilisation des blancs, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle a de tels outils, elle a une telle pensée, pensée stratégique. Parce qu'on si on va amener la religion, on va leur dire: «Mais comment il y a pas de chef chez vous? Mais c'est pas possible, il faut un chef», donc enfin voilà. Et donc leur civilisation va basculer en très peu de temps, en une cinquantaine d'années. Donc effectivement, dans leur voyage, ils vont essayer d'aller à la rencontre des derniers des dernières communautés qui sont encore à peu près authentiques, qui vivent encore sur les traditions, en sachant que c'est la fin. Même si aujourd'hui, beaucoup de jeunes Inuits cherchent à renouer d'une certaine manière des racines avec leur histoire et leur passé, que je trouve, assez intéressant. Et le livre qui fait, l'éloge à la fois du féminisme et de l'écologie, il résonne comme une réponse à la volonté, prédatrice du président, américain Donald Trump qui veut s'accaparer, du Groenland. Bah oui, mais alors il m'a fait une publicité, Oui, c'est d'une grande actualité. puisque voilà, il a rendu mon livre d'une grande actualité. Oui, et c'est là qu'on voit, combien il se trompe. En fait, moi, pour ce que je connais, puisque j'y suis allée quand même plusieurs fois à la voile et je prétends pas du tout connaître le Groenland, mais on parle quand même avec les gens. Encore une fois, voilà, on voit des gens qui continuent quand même s'ils habitent dans des petites villes, mais qui sont toutes petites, hein, ils continuent à avoir un très grand rapport avec la nature, ils continuent à aimer profondément leur pays. Évidemment, ils ont internet, évidemment, ils se baladent en avion sur ce territoire qui est immense, mais voilà. Et je crois que ce qui est important, c'est de les laisser dans leur histoire. Malheureusement, ils sont assis sur des mines d'or et pas que d'or, de tas de choses, et donc il y a des prédateurs qui leur en veulent, en particulier, Trump et sa bande. Ce que je vois quand même, c'est que, ils vont se défendre. Maintenant, c'est un tout petit peuple, ils sont 53 000, c'est rien du tout, c'est une petite ville française. Et heureusement, l'Union européenne, le Danemark, essayent de voler à leur secours et de résister. Je crois que ça va être important. La bataille n'est pas gagnée. Les États-Unis sont une telle puissance et puis sont tout proches que ça peut encore mal se passer, mais voilà, j'espère qu'on va les laisser et si on les laisse à leur vision du développement, je suis sûre qu'ils vont nous apprendre aussi plein de choses. Parce qu'ils sont justement à la rencontre encore, entre une modernité, très assumée, et puis un rapport avec la nature qui est encore un peu issu de leur tradition et donc différent d'une autre. Et je trouve que ça serait assez intéressant de voir comment ils peuvent faire, leur affaire de tout ça. C'est-à-dire, ils sont moins dans la société de consommation. Oui, beaucoup moins. Bah, d'abord parce que c'est compliqué quand vous vivez au fin fond d'un village inuit, il y a un bateau qui passe tous les 2 mois pour amener, le matériel, enfin la nourriture et voilà. Donc la surconsommation, c'est un peu compliqué, hein. Si vous commandez quelque chose sur internet, ça arrivera dans 2 mois. Il faut être patient. Donc il y a ça bien sûr, mais aussi encore une fois parce que, ils n'ont pas le même rapport. Ils ont beaucoup de proximité entre eux. Ils adorent, papoter, se voir, faire des fêtes, et cetera. Donc ce côté humain et ce côté communauté est encore très fort. Heu et puis oui, bah, voilà, ils adorent aller dans la nature, alors pour chasser, mais bon, c'est voilà, c'est pourquoi pas, ils sont chez eux. Heu et et heu et ouais, c'est quand même assez intéressant de voir comment ils se débrouillent, avec tout ça, quoi. Alors, autre image, de vos périples en mer, de paysages magnifiques. Bah oui, voilà, ça c'est au Groenland et c'est deux petites baleines, alors elles étaient pas très grandes, elles font quoi? 6-7 mètres. Et en fait, elles viennent nous voir. Parce que le bateau est à l'arrêt dans une espèce de baie là, et je pense qu'elles évidemment, elles la détectent, les baleines détectent, et elles sont sans doute un peu intriguées par cet objet et elles viennent faire un petit tour. Là, elles sont à 3-4 mètres du bateau peut-être, et tout se passe très bien, hein, parce qu'il y a pas plus paisible qu'une baleine, hein. Alors ça, mais en même temps, évidemment, c'est magique cette rencontre. D'abord parce que ce sont encore aujourd'hui les plus gros animaux de la planète,
C'est des animaux qui sont en sursis, hein, Mmh. sur lesquels, qui ont failli vraiment disparaître, qui sont encore menacés par le dérèglement climatique, par la pollution. Donc c'est des moments de rencontre. C'est des beaux moments où on rencontre cette vraie nature sauvage, et où là, pour le coup, on est en empathie, nous, on fait pas de bruit, on est tranquille, on les laisse, on les enquiquine pas pour faire des photos, on voilà, et du coup, ça crée quelque chose de magnifique. Et Isabelle Autissier, finalement, vous êtes devenue romancière. Alors, au-delà de votre désir de transmettre, qui est important, que vous apporte l'écriture? Alors plein de choses. D'abord, moi, j'ai un vrai bonheur de la langue. Alors il se trouve que pour moi, c'est la langue française, mais il y a plein de mots que j'adore, que voilà, j'aime bien la précision des mots, j'aime bien le bruit des phrases, j'aime bien la musique des phrases, voilà, je trouve que si vous voulez tuer un peuple, vous l'empêchez de parler sa langue et voilà, je trouve que parce que derrière chaque mot, il y a une vision, il y a Imaginaire. un imaginaire, il y a quelque chose de culturel, il y a quelque chose qui est lié à votre vie personnelle, il y a voilà, donc déjà ça et la deuxième chose que je trouve très bien quand on écrit, c'est que à la fois on fait remonter des choses qu'on a au fond de soi et en même temps on les fait remonter avec une certaine distance. On n'est pas dans l'affect immédiat, vous savez, on vous fait pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un petit chat qui s'est cassé la gueule, on peut faire remonter des choses très fortes, mais ces choses, elles ont décanté à un moment donné et quand elles reviennent aussi sous une forme plus profonde, plus, et arriver à les mettre en forme avec des mots, c'est un exercice difficile, c'est difficile d'écrire, mais voilà, je trouve que c'est aussi très constructeur pour sa propre personnalité, de voilà, d'arriver à aller au-delà du simple affect. L'affect, c'est génial, on en a besoin, on en a tous, mais à un moment donné, de le prendre pour en faire autre chose et à ce moment-là, de pouvoir le communiquer, trouver les mots, les phrases, la musique qui va faire que vous allez communiquer avec d'autres. Merci infiniment, Isabelle Autissier, d'être venue. Merci. Et merci à vous tous de votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Merci à vous tous.